Nous devons vivre librement et sans scrupules. Peut-on vraiment simplifier les choses à ce point? Je veux dire, maintenant, les puissants se sont créés une architecture de surveillance tellement extrême. Il existe aussi des lois complètement différentes pour ces personnes. Ils ne veulent pas que les 98% parlent de traumatisme de l'attachement et du développement, mais préfèrent qu'ils restent coincés dans leur schéma toxique. Exactement. Ils doivent continuer à croire que leur vie dépend de l'argent et qu'ils doivent travailler jusqu'à l'épuisement. Ils doivent rester occupés pour éviter toute prise de conscience ou réflexion et être maintenus en détresse constante. Toutefois, nous devons observer, on peut le dire, enfin, ce n'est pas comme ça. Enfin, je ne le vois pas comme ça, comment dire, la chose est simplement ainsi. Ce n'est pas que les riches, donc les élites, sont les méchants. C'est simplement l'autre pôle de la traumatisation. Une société qui est dans l'état où nous sommes actuellement ne pourrait pas du tout gérer des êtres hautement évolués à des postes de direction. Il ne pourrait pas le faire. En fait, la société a besoin de dirigeants abusifs pour que l'ensemble reste stable. Cela se reflète mutuellement. Donc la population qui se rebelle ou qui sombre dans l'impuissance. C'est en fait la même chose. Au final, il faut des abus de pouvoir au niveau de la direction et inversement. Ceux qui sont au pouvoir ont besoin d'une population impuissante et démunie ou d'une population rebelle. Tout cela s'équilibre. Ce ne sont finalement que des pôles d'une traumatisation au niveau de l'attachement. Parce que même ceux qui sont au pouvoir souffrent d'une certaine manière. Ils ont peut-être simplement de meilleures possibilités de compenser cela, mais eux non plus ne sont pas en lien. Aucun homme ne peut être heureux en tant que dirigeant s'il n'est pas aimé par son peuple et si tout repose uniquement sur l'oppression. On ne peut pas être heureux ainsi, même pas en tant que psychopathe, car cela provoque au moins inconsciemment des sentiments de culpabilité profonds. Ainsi, nous sommes tous, pour ainsi dire, dans le même bateau, mais le changement ne peut justement pas venir d'en haut ou ne viendra pas d'en haut. C'est ce que veulent les gens. Ils l'espèrent aussi pour la prochaine élection ou qu'un jour quelqu'un arrive au pouvoir avec de bonnes intentions, etc. Cela n'arrivera définitivement pas, d'abord parce qu'ils n'y entreront pas, et ensuite parce que de leur côté, il n'y a pas cette pression de souffrance puisqu'ils profitent justement de la compensation. Mais ceux qui souffrent, c'est la population. Et c'est elle qui détient le pouvoir en réalité. La population a le pouvoir, elle ne s'en rend tout simplement pas compte. C'est pourquoi, s'il y a un changement, il viendra du peuple et plus précisément d'un peuple éveillé. Et comment le peuple peut-il s'éveiller? Il ne peut s'éveiller que s'il commence à se rassembler. Parce que ce n'est qu'à ce moment-là que toute la capacité et la force peuvent être libérées dans les systèmes nerveux. Tout cela est lié à la biologie simple et à la sécurité. Dès qu'un système nerveux perçoit l'environnement comme sûr, tout le cerveau est pleinement activé. Il en résulte la force, la confiance en soi, etc. Mais cela n'est possible que lorsque les gens commencent vraiment à se reconnecter et à échanger au niveau humain. C'est d'ailleurs l'astuce, sans que les gens en saisissent vraiment toute la portée, qu'on les divise entre eux et en eux-mêmes afin de les maintenir faibles, pour ainsi dire, et c'est ainsi que tout cela se perpétue. Je trouve la description grandiose. C'est finalement aussi la raison pour laquelle nous sommes dirigés par des personnes qui s'intègrent parfaitement dans ce système, qui sont très conformistes, mais qui, au fond, sont complètement coupées d'elles-mêmes. C'est un peu comme dans une relation d'abus. L'un se laisse abuser et l'autre abuse. Mais ils ont tous les deux besoin l'un de l'autre pour fonctionner. Oui, tout à fait. Cela s'équilibre mutuellement. Si nous sommes dans une sorte de jeu de réflexion ou de simulation, imaginons que nous prenions une société saine et que nous la mettions à la place de ses dirigeants actuels. Alors, comment cela se passerait-il? Il n'y aurait pas de rébellion ni de conflits armés. Cela ne fonctionnerait même pas. Ce n'est pas du tout le but. Ce qui se passerait, ce serait ceci. Les gens s'uniraient et, à travers leurs échanges, il deviendrait clair que les dirigeants sont un problème et qu'ils ne sont pas désirés. Alors, dans ces petits groupes, les gens prendraient eux-mêmes la direction,
Oui, il faut qu'on explique cela plus en détail maintenant. Ainsi, il ne ferait plus remonter des dirigeants destructeurs, mais choisirait toujours les personnes les plus compétentes et capables de créer des liens. Tout le système finirait alors par rejeter ces personnes petit à petit, comme un cancer qui est guéri ou comme quelque chose qui s'est desséché. Cela serait simplement rejeté, mais pas dans un combat, pas par opposition, mais il ne recevrait tout simplement plus aucune résonance. Ce serait un processus tout à fait naturel, sans qu'aucune violence ne soit nécessaire. Les dirigeants auraient alors l'option soit de s'y joindre et pour ainsi dire de participer aussi à ce niveau de conscience, ou alors ils partiraient parce que cela leur serait insupportable aussi, parce que de telles personnes ne peuvent pas le supporter. Dans un environnement où les gens se connectent réellement et échangent. C'est une torture pour eux, car ils ressentiraient la douleur de la séparation ne pouvant vraiment participer. Je n'aime pas le mot Schadenfreude, mais on nous met vraiment le miroir en face de façon extrême en ce moment. On parle aussi d'une soi-disant révolution de la conscience, parce que tout ce en quoi nous avons cru semble s'éroder au cours des dernières décennies, que ce soit l'éducation, la politique, les finances, la liberté, la démocratie, une sorte de grand reset. L'être humain ne peut plus fuir lui-même. La responsabilité individuelle est très importante. Au fond, l'être humain ne peut plus se fuir lui-même. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut vraiment oser, il ne s'agit pas de voter pour l'AfD ou de suivre un quelconque chef, mais vraiment de miser sur soi-même. C'est ça, le véritable acte de rébellion. Je crois qu'alors, on entre vraiment dans la sphère dont tu viens de parler, que finalement, les gens se réveillent et réalisent qu'ils ont un immense pouvoir derrière eux. Il ne suffit justement pas de miser sur soi-même. Ce que nous devons apprendre, c'est à commencer à échanger sur ce qui se passe vraiment en nous. Nous ne pouvons pas trouver une solution tout seul, pour nous-mêmes, ce n'est pas possible. C'est aussi le mensonge implicite, pour ainsi dire, de la scène spirituelle, parce qu'on y transmet implicitement le message qu'il existe une solution, dans la méditation, dans l'être, et ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Tant qu'on a des traumatismes, ce n'est tout simplement pas possible. Alors les gens tournent en rond pendant des années, voire des décennies, sans trouver de solution. Et c'est justement ça le problème. Ce n'est justement pas vraiment compréhensible pour l'esprit, ce que c'est réellement. Se connecter, parce que se connecter signifie que je partage ce qui se passe en moi, pensée, sentiments et état corporel. Et la position à partir de laquelle je fais cela doit être au-delà de l'esprit, puisque je communique justement les pensées. L'esprit ne peut pas comprendre cela, il devient une partie de cet échange. En ce moment, comme c'est le cas avec le traumatisme, l'esprit essaie de trouver et de créer la solution. Il essaie de comprendre et d'agir. Mais c'est justement ça, le vrai problème, parce qu'ainsi, en quelque sorte, nous fuyons et évitons la communication. Pendant que je parle, c'est totalement déroutant pour l'esprit, il ne sait même plus quoi dire ou faire. C'est complètement perturbant pour lui quand je parle ainsi, mais d'une certaine manière, il n'a aucun contrôle là-dessus. Pourtant, c'est cela qui nous apporte la solution. Et c'est comme ça en thérapie. C'est comme ça dans les familles et dans les couples, et finalement, c'est aussi comme ça dans le collectif. On retombe toujours tout seul dans ces extrêmes, ou alors on veut que l'autre le fasse. Ça passe par l'action, le faire et le changement. Cette connexion n'a rien à voir avec le changement. Le changement vient ensuite automatiquement comme un effet secondaire. Mais pas parce que nous la recherchons. Tant que nous cherchons à changer, nous sommes piégés, car on ne peut pas résoudre cela par l'action seule. L'action n'a de sens que lorsqu'il s'agit de problèmes réels. Donc, si par exemple je veux envoyer de l'argent ou de la nourriture en Afrique, alors je dois faire quelque chose pour que cela se produise. Mais la cause des problèmes sur cette planète, c'est en fait une projection de problèmes d'enfance qui n'existent plus réellement à l'extérieur aujourd'hui. Et c'est le même processus qu'en thérapie. Un client en thérapie ne peut pas résoudre son problème en agissant, il a essayé de le faire depuis l'enfance. Oui, c'est pourquoi ce n'est pas si simple. C'est aussi difficile à expliquer. Oui, on peut simplement dire que la solution, c'est que nous commencions à trouver la vérité et à parler ensemble de ce qui se passe en nous. Alors nous atteignons un autre niveau d'énergie et un autre niveau de conscience. En ce moment même, nous faisons aussi cela. Nous échangeons des informations abstraites. Je fais une présentation ici. Tu ne sais pas vraiment comment je vais, ce que je pense réellement, comment je me sens dans mon corps. Je ne le sais pas non plus pour toi. Ce n'est pas non plus le but ici que nous échangions cela maintenant. Mais ce serait ainsi que tout basculerait. Et c'est ce qu'on appelle l'ego qui ne le veut justement pas. Qu'est-ce que cela signifie? C'était dangereux quand nous étions enfants.
mais ça ne l'est plus maintenant. Alors soyons très concrets. Beaucoup de gens nous regardent maintenant et se disent « D'accord, c'est exactement moi. C'est 90% dont nous avons parlé au début, n'est-ce pas? Je suis une personne qui se promène avec un système nerveux surstimulé. Comment peut-on calmer ce système nerveux surrégulé? Donne-nous 3 étapes d'action très concrètes pour pouvoir contrôler, réguler, ralentir un peu tout ça. Parce que simplement se rencontrer et discuter, c'est évidemment un processus très très long. Oui, en fait, nous ne discutons ni ne nous voyons, nous partageons seulement des histoires. Ce n'est pas une rencontre, c'est juste rapprocher des corps et ensuite se battre pour savoir à quelle histoire on accorde de l'attention. C'est une guerre d'énergie, reflet de l'ancien combat pour la survie. C'est très simple, nous pourrions par exemple changer très facilement l'énergie ou la façon dont les spectateurs perçoivent cela ici maintenant. Par exemple, en faisant simplement un partage honnête et en disant comment je me sens, alors beaucoup de choses changent immédiatement, tout change complètement. Si je m'éloigne maintenant du discours abstrait et que je dis « je ressens de la joie », ma tête pense que c'est super que nous puissions parler ensemble ici. Ma tête pense que cela sera utile à beaucoup de gens. Ma tête pense que je pourrais ainsi toucher beaucoup de nouvelles personnes. Je ressens de la détente dans mon ventre. Je ressens de la joie. Ma tête pense que je suis curieux de voir comment tu vas réagir à cela maintenant. Et puis tout devient immédiatement calme. Ça devient plus calme et tu deviens plus calme. Moi aussi et les spectateurs aussi. C'est justement ce que nous pouvons pratiquer et ce n'est pas quelque chose que l'esprit peut faire. Est-ce que tu pratiques cela aussi dans la vie quotidienne à chaque fois? C'est-à-dire, quand tu rencontres de nouvelles personnes, est-ce que tu partages d'abord honnêtement ce que tu ressens? Ou bien est-ce que c'est limité à quelques situations que tu ne fais qu'avec tes proches? C'est comme ça. Cela n'a de sens que dans des relations sûres. Donc, on ne fait ça en aucun cas en public et surtout pas avec des personnes nouvelles ou avec des personnes peu sûres ou avec des personnes où il y a un rapport de pouvoir, propriétaire, administration, etc. Ce n'est pas sa place là-bas. Il suffit de le faire avec une seule personne. Il faut aussi se concentrer sur une personne, celle qui est la plus proche de soi. En général, il s'agit du partenaire, de la partenaire ou peut-être d'un thérapeute. Si on fait cela complètement avec cette personne, alors toute la transformation a lieu, ou alors dans des groupes locaux où cela se fait. Il existe un réseau d'entraide où les gens se réunissent spécialement pour cela et s'exercent. Alors c'est aussi sûr parce que tout le monde le veut. Pour ma part, je le fais avec des personnes proches qui le souhaitent aussi. Je vais souvent ou régulièrement dans un groupe local, mais en tant que participant, pas comme animateur de groupe, afin que je puisse aussi le faire simplement pour moi. L'effet est tout simplement absolument phénoménal, surtout quand on le fait régulièrement avec un groupe relativement stable pendant des semaines et des mois. C'est incroyable l'effet que cela a, l'énergie qui se crée, la paix et la transformation qui en résulte. Ce qui est beau, c'est qu'on peut contrôler soi-même à quel point on s'y engage ou non. Cela a peut-être semblé anodin ou ludique, mais c'est en réalité quelque chose d'énorme avec un levier puissant, ce que cela déclenche. Je trouve ça impressionnant, mais beaucoup de gens se disent « Je ne veux pas de groupe d'entraide. Personne dans mon entourage n'est vraiment proche. » Peut-on compenser cela avec le journaling? Alors, je suis toujours un peu brutal avec mes réflexions et mes réponses. C'est pourquoi je dirais maintenant, j'écoute toujours d'une oreille et j'entends toujours le système d'attachement parler. Je dis alors des choses comme par exemple, imagine qu'un nourrisson vient au monde et qu'il ne va pas bien. Il crie pour avoir de la chaleur, sa mère, à boire, à manger. On lui dirait, ressens un peu ce que tu vis, prends-toi un journal intime et écris ce que tu ressens. La façon dont nous traitons notre noyau intérieur comme ça n'apportera jamais la solution. Ce n'est pas mauvais. Oui, c'est bien, mais quand je fais ça, j'implique ou je signale en même temps à mon subconscient qu'encore une fois, il n'y a personne là. Il n'y a aucune raison d'utiliser un objet abstrait comme interlocuteur, alors que la planète compte près de 9 milliards d'humains, dont beaucoup peuvent entrer en contact. Voilà, c'est ainsi. Oui, on peut le faire, je n'y vois pas d'inconvénient, cela peut être bénéfique, mais c'est aussi une réinscenation, parce que je ne peux pas être nourri par un journal intime. Je ne peux pas créer de lien à travers un journal intime, ni surmonter mon conflit d'attachement. Ça ne marche qu'avec de vraies personnes. Je ne peux échanger qu'avec de vraies personnes, pas avec des objets, ni avec ChatGPT ou quoi que ce soit d'autre. Il faut une vraie personne en face, un système nerveux de mammifères, et certains essaient aussi avec des animaux, avec des chiens, avec des chevaux. C'est d'accord, ce sont des systèmes nerveux de mammifères, mais ça ne peut pas résoudre le problème. C'est tout, c'est justement ça. Nous ne nous en rendons pas compte. Toute notre vie, toute notre organisation intérieure.
Cela va si profondément, cela suit presque toujours cette première empreinte que nous avons vécue. Personne n'était là. Transgression des limites, manipulation ou abandon. Nous ne nous en rendons pas compte, mais cela colore tout et nous essayons inconsciemment de gérer chaque chose comme nous l'avons fait autrefois, en mode de survie. Nous ne réalisons pas qu'ainsi, nous n'obtenons ni solution ni bonheur. Maintenant, beaucoup de gens nous regardent et disent « En fait, mon enfance était plutôt correcte. Je n'ai pas subi d'abus, de violence, ni vécu d'événements extrêmes personnellement. » Maintenant tu dis, d'un autre côté, tout le monde doit l'avoir ressenti à un moment donné. Sinon, il n'y aurait pas ces symptômes que nous avons brièvement évoqués au début. Pourquoi es-tu aussi radical à ce sujet? Oui, certaines personnes n'ont effectivement pas autant souffert. On peut le voir assez facilement ou le découvrir par soi-même. Si en principe je peux vivre de longues et profondes relations, si je n'ai pas de véritable souffrance, pas de questions existentielles, pas de circonstances difficiles ou de circonstances difficiles permanentes. Donc, si je me sens heureux, en sécurité, épanoui, connecté, si j'ai un travail qui me plaît, suffisamment de ressources. Donc, ne pas projeter de situation d'urgence. Alors, inconsciemment, je crée des problèmes. Manque d'argent, pas de logement stable, et ainsi de suite. Oui, alors on dit que quelqu'un n'a pas eu grand-chose, mais je n'en connais pas beaucoup. Donc, quand je regarde les gens, comment ils interagissent, je vois assez rapidement ce qu'ils se cachent les uns aux autres et ce qu'ils ne disent pas. Bon, c'est pourquoi je dis que c'est vraiment ce qui concerne la grande majorité, vraiment presque tous parmi nous. C'est du moins ma vision de tout cela. Oui, et cette programmation dont nous avons parlé, elle est tellement profondément ancrée en nous. J'ai été professeur de lycée pendant des années. Donc avant de vraiment quitter cette école, de quitter ce système éducatif, ce système nous entraîne vraiment à nous adapter. Et plus tard, dans le monde du travail, on est encore conditionné à vouloir appartenir au groupe. C'est ça. Se libérer de tout cela demande vraiment beaucoup de courage et énormément d'autoréflexion. Quels sont les traumatismes invisibles dans des familles tout à fait normales? Je ne parle pas forcément de coups reçus ou d'abus évidents. Qu'est-ce qui est si silencieux? Qu'est-ce qui bouillonne doucement à l'intérieur des gens, mais qui, au final, a aussi un effet très toxique sur le long terme? D'une part, ce qui cause les traumatismes les plus graves, ce sont les abus, la violence et la négligence. On peut le dire comme ça. Ce sont ces trois choses qui ont l'impact le plus massif. En parlant d'abus et de violence, on pense d'abord à quelque chose de physique, visible, brutal. Il est évident que vivre cela ne peut que mal finir. Ou encore la négligence, par exemple. Cela peut simplement être une négligence émotionnelle que la personne ne comprend même pas elle-même parce qu'elle ne connaît rien d'autre. Les parents agissent toujours avec de bonnes intentions et cela ne se voit pas de l'extérieur. Et pourtant, cette personne souffre d'un grave traumatisme du développement et ne comprend pas pourquoi sa vie est un cauchemar. Oui, tout simplement. En raison de la négligence émotionnelle, parce que les parents n'ont pas réagi ou ne réagissent pas au mouvement émotionnel de l'enfant et ont ainsi laissé cette personne émotionnellement seule. C'est parfois plus difficile à traiter que lorsqu'une personne a vécu une expérience de violence isolée. Mais je voudrais donner un exemple très extrême, quelque chose de concret. Prenons par exemple quelqu'un qui grandit avec des parents ayant un problème avec l'indépendance. Quand quelqu'un devient fort et indépendant, cela provoque une réaction chez eux. Expliquer maintenant serait trop long. Faisons comme si c'était le cas. Beaucoup de parents vivent cela, mais prenons maintenant un exemple extrême. C'est-à-dire que les parents s'occupent de l'enfant normalement pendant les premières années de sa vie, comme il en a besoin, mais ils continuent ainsi. Ils ne reconnaissent pas que l'enfant grandit et qu'il devient peu à peu autonome et indépendant. Alors, que font-ils? Ils agissent sur deux plans. Ils continuent à s'occuper de l'enfant de manière infantile. As-tu déjà tartiné ton pain au beurre? Est-ce que tu t'es habillé chaudement? Cela continue ainsi jusqu'à la puberté. On continue simplement à le traiter comme un petit enfant stupide, alors que la personne grandit et commence lentement à devenir autonome. Et en même temps, lorsque l'enfant développe de la force, de la puissance, de la rébellion, ce qui est aussi nécessaire pour un enfant pour s'émanciper, quand cela se manifeste, soit il reçoit une punition, soit le lien est immédiatement coupé et l'enfant est complètement ignoré. Voilà. Que se passe-t-il alors?
L'enfant continue d'être pris en charge de manière infantile et en même temps, toute croissance psychique est détruite. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très grave, mais de l'extérieur, cela peut ne pas être visible du tout, parce que les parents s'occupent de l'enfant. Oui, nous nous en occupons, n'est-ce pas? Tu as assez d'argent et quand tu seras parti, on verra. Nous te chercherons un appartement. Nous paierons aussi le loyer et nous enverrons une femme de ménage. Tu n'as à t'occuper de rien. Et si tu as besoin d'un peu d'argent, tu viens et tu nous le dis. Et pour ce qui est de l'interaction, toujours pareil, oui, toujours parler comme à un enfant de 3 ans. Tu t'es assez couvert, tu as déjà mangé quelque chose. Et en même temps, quand l'enfant dit et raconte, et je me suis occupé du travail ici, et ainsi de suite, quand il veut le communiquer aux adultes, il se fait réprimander. Et cela se fait par la dévalorisation, la remise en question, l'attaque agressive, ou alors en ignorant et en coupant la communication. Voilà. Cette personne a de très gros problèmes sans vraiment pouvoir les saisir. Et comment traite-t-on cela? Cela n'est possible que si cette personne reconnaît que la prise en charge infantile venant des parents est un poison et qu'elle accède à sa haine envers ses parents. C'est très difficile, surtout si la personne n'a pas subi de violence et reste prise en charge. Comment pourrais-je haïr mes parents pour cela? Justement, c'est plus compliqué. C'est un exemple d'un processus difficile. Il y a aussi des situations où des personnes se retrouvent dans une telle configuration où, dans certains cas, elles tombent dans l'anorexie, parce que c'est la seule façon pour elles de vivre l'autonomie, et ainsi de suite. Donc, c'est un exemple extrême où rien n'est évident. On peut le résumer aussi simplement. Donc, selon la gravité du traumatisme du développement, tu traverses la vie soit en étant adapté. Dans le cas moyen, tu développes des addictions et dans le pire des cas, ça te brise et tu deviens en fait incapable de vivre. C'est pareil, tu sais. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont ça se manifeste. Le point essentiel reste le même. Je ne suis pas capable d'entrer en vrai contact avec les gens, de vivre des relations et de me sentir heureux grâce à ça. Et je dois compenser cela. Certains deviennent violents, d'autres prennent de la drogue ou travaillent jusqu'à l'épuisement, dépression, angoisse, etc. Mais la cause est toujours la même. Tu parles souvent de Gopal dans tes vidéos. Je trouve cette idée très intéressante. Il n'y a pas de maladie, il n'y a qu'un flux d'énergie déformé. Explique-nous simplement, car pour beaucoup, ce flux d'énergie semble être du charabia. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour ceux qui nous regardent? Alors je pense que tout cela, ce ne sont que mes opinions personnelles. Et sur ce sujet, il est peut-être bon de préciser, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de la santé, je n'ai pas non plus étudié la psychologie, je ne suis pas psychothérapeute. Ce sont simplement les opinions d'un profane. De mon point de vue, ce que nous appelons les maladies, cela n'existe pas comme quelque chose d'isolé avec lequel on peut faire quelque chose qui mènerait à une solution. Pour moi, c'est plutôt une manifestation de quelque chose d'autre. Et c'est ce que je dis. C'est simplement qu'un flux d'énergie déformé devient visible. Prenons un exemple. C'est toujours mieux d'être concret. Donnons quelques exemples concrets. Supposons. Est-ce que je dois réprimer mon autonomie, ma force et ma colère pendant mon enfance? Enfant, je ressens tout cela, je me rebelle parfois, subis des coups ou suis négligé. Puis, je finis par tout éteindre, fais comme si de rien n'était et j'accepte tout. Je tombe alors dans un rôle de victime et je pleure facilement. Tout le spectre de la colère, de l'agressivité, de l'autonomie n'existe plus pour moi. Voilà, maintenant c'est comme ça. On n'arrive pas à faire disparaître les choses, on peut donc refouler ou dissocier. Ça ne veut pas dire que c'est parti, mais simplement que c'est ailleurs. C'est quelque part d'autre, c'est juste que je n'en ai pas conscience. Et tout cela a aussi à voir avec le flux d'énergie, les besoins et les émotions. Voilà, donc si ce n'est pas parti, ça doit être quelque part ailleurs. Et si c'est quelque part ailleurs et que ça ne peut pas s'exprimer directement, alors ça va s'exprimer de façon indirecte. Ça doit aller quelque part. Ça doit, c'est de l'énergie. Elle circule toujours. On ne peut pas arrêter l'énergie, donc on ne peut pas faire ça. On ne peut pas la rendre statique. On peut seulement la déformer et la tordre. C'est comme on ne peut pas arrêter un fleuve. On peut peut-être le retenir ou le détourner, mais ce n'est pas vraiment arrêté. Ça continue toujours de couler jusqu'à ce que le barrage déborde, ou oui, ou que ça se ferait un autre chemin ailleurs. Et c'est pareil ici. Ça veut dire que l'énergie ne se manifeste pas alors comme de la colère, comme un sentiment que je communique directement. Là, ça passe directement. Je ressens de la colère et de la haine parce qu'il s'est passé quelque chose qui ne me fait pas du bien.
Peut-être que je ne l'exprime pas non plus en tapant sur la table ou en devenant agressif, mais ça n'apparaît même pas à ma conscience. Mais je tombe malade. Je tombe malade à un moment donné parce que j'ai réprimé toute ma résistance contre des choses qui me font du bien, et alors tout à coup je tombe malade. Peu importe la maladie. On peut alors plus ou moins déduire, selon la maladie, ce qui s'est passé, comment cela a été intériorisé. Mais le fait est, il se peut simplement que cela se manifeste alors par quelque chose que nous appelons une maladie. Voilà, et si je pense maintenant, c'est ça le problème. Si ça disparaît, tout ira bien. Ça ne marche pas comme ça. Bien sûr, je dois travailler de manière symptomatique en cas de maladie physique. Oui, c'est vrai, c'est une affaire de médecin. Je ne peux pas laisser mon corps mourir ou être endommagé à cause d'un symptôme. Mais en ce qui concerne la cause, ce que nous appelons la maladie n'a rien à voir avec la cause. C'est juste là. Il se manifeste quelque chose qui, d'une manière complètement détournée, devrait en fait être communiqué directement. Donc, au lieu de dire « je ressens de la colère et de la haine », la maladie détruit mon corps. Au lieu de dire « je veux être libre, grandir, vivre comme je veux, m'étendre et ainsi de suite ». Un cancer se propage dans mon corps. Je dis « il faut l'éliminer puis tout ira bien ». Oui, c'est ainsi, c'est juste une manière de voir les choses. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sur les symptômes. Le mieux, c'est de faire les deux, mais au final, nous n'avons que nous-mêmes. Nous nous concentrons trop sur les symptômes parce que nous considérons la maladie comme une entité qui existe indépendamment. Le corps chuchote avant de crier, expliquant pourquoi beaucoup tombent malades dès le début des vacances, à la retraite ou dans des situations similaires, parce qu'ils ont mené auparavant une vie très conformiste et ont probablement tout réprimé. Quand ils se rappellent qui ils sont en s'autorisant, la maladie finit par se manifester. Peut-on le dire ainsi? Oui, je le dirais peut-être ainsi, mais c'est une autre histoire. Quand je suis dans la vie professionnelle et que je suis traumatisé, comme la plupart des gens, plus ou moins, j'ai alors un stress permanent dans le corps. Cela signifie que le corps est plus ou moins en mode survie, plus ou moins inconsciemment. Autrement dit, le système est rempli de stress. Et oui, c'est du travail, et bien sûr, je ne tombe pas malade aussi rapidement. Oui, même si ce n'est pas bon pour le corps, je ne tombe pas forcément malade à cette période, car il s'agit de survivre. Ce n'est pas bon. Biologiquement, il est illogique que le corps se repose pour guérir en situation de danger. Donc le corps attend que ce soit sûr. Voilà. Et il se peut qu'en vacances, le corps dise, que l'organisme dise « Et ici, je n'ai plus besoin de me battre pour survivre. Ici, je peux me reposer. » Alors le corps dit « Voilà, maintenant, c'est l'occasion. Maintenant, il faut y aller à fond. » Ensuite, le corps se met en veille, il est paralysé. Et il essaie alors, pendant ce temps, de transformer et de guérir autant que possible. Ce que nous appelons alors maladie n'est peut-être pas une maladie, mais plutôt un arrêt d'urgence pour permettre à la guérison de se produire. Je dois te dire, il m'a fallu 40 ans pour vraiment intégrer toute cette question du système nerveux dans ma vie. Tu as aussi écrit ce livre, La clé du Vargus, le best-seller. Il y a encore quelques années, je ne savais même pas ce qu'était la clé du Vargus. Explique-nous en quelques phrases pourquoi les gens devraient y prêter attention. Oui, car j'ai écrit ce livre avec la maison d'édition. Nous l'avons nommé La clé du Vargus. Mais en fait, le livre ne parle pas vraiment de la clé du Vargus, il s'agit plutôt de la façon dont le Vargus régule ou peut réguler le système nerveux. Ce n'est pas surtout la régulation du système nerveux, c'est le prochain piège. Les gens pratiquent des exercices de Vargus, du yoga, pensant que la solution est de réguler le système nerveux autonome. C'est encore traiter le symptôme, certes, c'est plus près de la cause, mais cela reste périphérique. Parce que le problème, ce n'est pas le système nerveux déréglé, mais ce sont les schémas d'attachement dans la tête qui recréent ça artificiellement encore et encore. Je reste au niveau des symptômes, mais c'est plus confortable pour le système de défense qui n'a ainsi pas à travailler ni à se sentir menacé. Je peux donc rester comme je suis. Ah, le Vargus, voilà le problème. Je fais l'exercice, je laisse tout comme c'est, il suffit que je le fasse et ça va. Ce n'est pas comme ça que le jeu fonctionne. Mais nous avons appelé le livre comme ça parce que c'est connu et parce que ça parle aux gens. Mais dans le livre, il s'agit de savoir quelle est la cause. Et c'est justement ce dont nous avons déjà parlé, que nous apprenons à entrer en contact complet. Seul cela signale la sécurité au système nerveux et par la suite, cela conduit aussi à la régulation du système nerveux et à la régulation des émotions. Cela veut dire que nous n'avons même pas à nous inquiéter. C'est mon point de vue. Oui, beaucoup de thérapeutes vont probablement faire une réaction allergique maintenant,
Mais il ne s'agit pas non plus des émotions, même si cela est souvent mis au centre, par exemple dans le nom, de mon point de vue. Il s'agit vraiment seulement des schémas d'attachement et des idées d'attachement dans la tête. Et je le vois chez les gens. Dès que le contact complet est établi, les niveaux suivants comme les émotions, les états corporels, l'énergie se régulent d'eux-mêmes. Cela se régule alors tout seul, comme un effet secondaire. Maintenant, il y a une situation. Deux personnes sont en train de se disputer. C'est très fréquent dans une relation ou ailleurs. Qu'est-ce que cela signifie? Un vrai contact. Très concrètement, il y en a qui fuient. Il y en a d'autres qui veulent monter sur le ring et deviennent complètement dans la confrontation. Comment peut-on régler cela dans une situation où ça commence déjà à déborder? Oui, avant cela, j'aimerais expliquer brièvement ce qu'est réellement un conflit. Entre adultes, il n'y a pas vraiment de dispute. Lorsqu'un conflit éclate, ce sont toujours nos parts d'enfants qui s'affrontent, jamais les adultes. Parce qu'entre adultes, il n'y aurait jamais de dispute. Permettez-moi de l'expliquer brièvement. Il n'y aurait pas de dispute, car nous sommes sortis du programme biologique de survie. Nous n'avons plus besoin de nous battre pour la nourriture, ni contre des ennemis. Il n'y a plus de lutte ni de dispute pour la nourriture. Je veux les oranges. Non, c'est terminé car nous en avons assez et jetons même des milliers de tonnes à la mer. Voilà comment c'est. Un adulte comprend qu'il n'existe même pas de concurrence, mais que la vie fournit tout ce que je veux et tout ce dont j'ai besoin, et que je peux entrer en contact et échanger avec d'autres personnes. Cela veut dire, s'il y a des malentendus, je peux toujours les clarifier en tant qu'adulte. Et une clarification au niveau adulte n'est jamais un conflit entre des adultes mûrs et développés. Cela signifie que lorsqu'il y a un conflit, cela a toujours à voir avec des traumatismes de développement. Ce ne sont toujours que des parties d'enfants inconscientes. Parce que dans une situation extérieure actuelle, la lutte pour la survie de l'enfance est projetée. Cela veut dire que si quelqu'un au travail prend mon lait dans le réfrigérateur commun et le prend, alors ce n'est pas ce geste-là. Ce geste-là, en soi, je m'en fiche complètement. Mais tout à coup, c'est ce moment où, enfant, on m'a retiré l'attention. Oui, et c'est comme si mon système nerveux voulait s'effondrer. Je devais me battre pour rester stable. Voilà un exemple frappant. Ça veut dire que bien sûr, le système s'emballe et il n'y a pas de question du genre «Et est-ce que tu as aimé le lait?» Mais il y a une guerre et il s'agit de toute autre chose. Il ne s'agit pas du lait, mais d'une lutte inconsciente pour la survie. Je voulais juste préciser cela rapidement à l'avance. Le contact, comme je l'ai dit, existe toujours entre adultes, c'est normal et rien n'est à clarifier. Comment cela se passerait-il alors dans ce contexte? Dans une telle situation, il est difficile de résoudre cela par le travail, alors nous faisons la chose suivante. Nous devons observer les relations de couple car il y a aussi des disputes. Nous pouvons les résoudre dans ce contexte. Ils partagent un intérêt pour l'engagement, une connexion et une égalité sans rapport de force. Même en cas de dispute, rien ne change. Mais là, nous avons alors la possibilité de réaliser ou de franchir cette étape. Passer de la lutte pour la survie à la communication, tel est mon message. Quitter l'agir inconscient pour exprimer ce qui se passe. Mais se passe-t-il vraiment quelque chose? Le lave-vaisselle n'est encore une fois pas vidé, ça met la femme hors d'elle. Elle entre dans la pièce, dans le bureau, alors que la personne voulait être tranquille. Exemple, pour un homme, peu importe quoi. Oui, quand quelque chose est activé, je ne l'agis pas. Pas par l'attaque, le retrait, la manipulation ou l'ignorance, mais je commence à le communiquer. Très simplement, je ressens de la colère, je ressens de la haine, je ressens de l'impuissance, je ressens de la tristesse, je ressens de la solitude. Voilà, et ensuite, on peut continuer avec les projections. Ma tête pense que tu n'as pas vidé le lave-vaisselle parce que je ne compte absolument pas pour toi. Est-ce que c'est vrai? Là, l'homme peut répondre. L'homme peut poser la question à la femme. Ma tête pense que tu viens de faire irruption dans ma chambre parce que tu te fiches complètement de mes limites. Ce ne sont que des exemples de ce qui peut se passer dans la tête. Et puis on se retrouve ensemble et on voit qu'on projette toujours, pour ainsi dire, de mauvaises intentions qui normalement n'existent même pas dans un couple. C'est toujours inconscient. Mais nous projetons de mauvaises intentions parce qu'enfant, ce que nous avons vécu était mauvais, nuisible pour nous.
C'est pourquoi, même si ce n'est pas forcément vrai, c'est ce que nous projetons là-dedans. Et c'est pourquoi il est si important que nous apprenions simplement à communiquer ce qui est là. Et bien sûr, cela détruit l'ego. Pour l'ego, il est bien plus agréable de taper du poing sur la table, de s'enfuir, d'ignorer l'autre ou de manipuler, bien plus agréable. Mais partager ce qui est là, c'est vraiment une toute autre histoire. Je viens d'avoir un petit déjà-vu avec Gopal chez le thérapeute de couple et on m'a aussi posé des questions similaires et c'était toujours OK. Comment t'es-tu senti dans cette situation? Je suis la petite fille impuissante. Je suis le petit Simo impuissant. À 7 ans, tout est toujours fini d'une manière ou d'une autre. La thérapeute de couple te dit « Maintenant, tu n'es plus le Simo impuissant, tu as juste avancé de 30 ans dans ton parcours. Tu as une boîte à outils complètement différente pour gérer cette situation. C'est un peu comme l'alcoolo qui, il y a 30 ans, a attrapé la bouteille pour essayer de résoudre un problème et qui, à l'époque, a formé son réseau neuronal dans sa tête de cette façon. Mais 20 ou 30 ans plus tard, il pourrait peut-être gérer la situation d'une toute autre manière, mais c'est devenu une habitude. Il a simplement pris la bouteille encore et encore. En entendant tes exemples, j'ai eu l'impression d'être en séance de thérapie de couple avec toi. Les gens oublient qu'ils ont vraiment des possibilités tout à fait différentes de gérer ce problème des années plus tard. Oui, et là, on peut aller encore un peu plus loin. Ce dont je parle ici, cela se passe toujours uniquement dans le moment présent, ici et maintenant. Cela veut dire un thérapeute qui doit sauter dans le passé, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait clair parce qu'il s'agit toujours uniquement de ce qui est maintenant. Je n'ai pas besoin de me replonger dans le passé ou de regarder ce que j'ai vécu. C'est pourquoi, par exemple, je n'ai besoin d'aucune information de la part de mes clients. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'ils ont vécu, ni aucune information sur leurs conditions de vie. Je n'ai même pas besoin de savoir pourquoi ils viennent à la séance. Tout cela n'a aucune importance, seul compte ce qui se passe actuellement sur les 3 niveaux, pensée, émotion et sensation corporelle. Et suis-je capable de le partager? Alors, nous entrons de plus en plus dans ce moment présent où l'esprit ne sait tout simplement plus pourquoi il devient si impuissant, ou plutôt il ne peut même plus se maintenir, parce que l'esprit ne peut se déplacer que dans le temps et l'espace, si on y regarde de plus près. L'esprit ne peut toujours penser qu'à l'avenir, il peut penser à ce qui s'est passé dans le passé, il peut aussi faire semblant de s'occuper du présent, et il ne peut toujours parler et penser qu'à d'autres espaces, d'autres lieux. Il s'agit toujours d'un autre endroit, de quelque chose qui n'est pas ici maintenant. Mais si nous faisons attention et que nous nous concentrons lentement de plus en plus sur ce moment présent, alors l'esprit s'améliore. Il ne peut plus rien faire, il perd comme le contrôle, il n'existe presque plus dans ce moment-là. Et pourtant, nous pouvons observer ce qu'il projette sur l'autre à ce moment-là. Voilà. Et si nous y arrivons, justement à l'amener dans l'échange. Ça veut dire que tout cela se passe maintenant, dans la thérapie, dans le couple. Tout est toujours dans le présent. Qu'est-ce que cette chose projette maintenant? Par exemple, qu'est-ce que je projette sur toi maintenant? Qu'est-ce que tu projettes sur moi maintenant? Alors, on peut clarifier si c'est vrai. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être que ce n'est pas vrai. On peut dire que ce n'est pratiquement jamais vrai. Mais oui, et c'est pour ça qu'on doit aussi faire attention à ne pas perdre ce moment ici, parce que sinon, au fond, on est aussi comme perdu. Alors l'esprit reprend le contrôle. Il nous fait voyager dans tous les temps et espaces possibles. Mais qu'en est-il de maintenant? Tout changement ne peut avoir lieu que maintenant. Irais-tu jusqu'à dire que les relations échouent parce que les couples sont limités dans leur communication et incapables d'exprimer ce qu'ils ressentent à ce moment-là et qu'ils préfèrent finalement sombrer dans des habitudes toxiques et s'ils finissent par le tenir responsable de tout? Peut-être n'ont-ils pas appris ensemble à améliorer leurs compétences en communication. Parce que le fait de communiquer cela demande énormément d'empathie. Non, cela n'exige rien du tout. Rien n'a besoin de changer. Le mental ne peut tout simplement pas comprendre cela. Rien n'a besoin de changer, rien du tout. Il suffit de communiquer ce qui est là. Par exemple, ma tête pense que je ne ressens rien. Je n'ai pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin d'entrer quelque part. Je n'ai pas besoin de savoir faire quoi que ce soit ou d'apprendre des compétences particulières. Ce n'est pas le cas. L'esprit élabore encore des stratégies et des plans pour l'avenir, pensant que la connexion se fera alors. Et c'est la détresse de l'enfance. Je dois accomplir quelque chose, faire quelque chose, changer quelque chose pour que la connexion avec les parents ait lieu. C'est justement cela, c'est l'illusion que nous rapportons de l'enfance. Tout est beaucoup plus simple. C'est tellement simple que l'esprit ne peut pas le comprendre. Il ne peut pas le comprendre. C'est impossible que cela suffise.
de simplement communiquer ce qui est là, même s'il n'y a rien. Il y a des personnes qui sont complètement dissociées et séparées. Elles n'ont pas besoin de transformer leur dissociation, il suffit qu'elles la communiquent. Ma tête pense que je ne ressens rien. La communication n'est justement pas une attaque. Si je dis que je ressens de la colère, ce n'est pas une attaque. Si je dis « ma tête pense que tu as délibérément dépassé mes limites », ce n'est pas une attaque. Mais je partage simplement ce qui se passe dans ma tête de la manière la plus honnête possible et ainsi je crée de la distance. Quand je dis « ma tête pense ça », l'autre sait bien que je ne m'identifie pas à cela, c'est juste un paquet d'informations. Si je dis à l'autre « tu as dépassé mes limites » en tirant, c'est une attaque, mais ce n'est pas ce que je veux vraiment exprimer. Mais dans ce cas, les couples doivent être capables, à ce moment-là, de revenir à leur pont de l'enfance et de dire « détends-toi un instant ». C'est le Simo de 7 ans qui parle en ce moment. Non, ce serait une attaque, là on vise l'autre. Ce n'est pas ça le but, il s'agit toujours simplement de dire ce qui se passe en moi. Je recommande de le faire selon la méthode du partage honnête, car cela garantit que ce n'est ni pesant ni épuisant pour l'autre. C'est alors un simple partage où je ne m'identifie même plus à ce qui se passe en moi. Cela n'est possible que si je me suis entraîné et ai établi cette pratique quand tout est calme. On ne partage pas honnêtement en plein conflit, mais on s'entraîne dans le calme, puis on échange. Et quand on s'y est habitué, on peut progressivement apprendre à le faire lorsque les conflits initiaux surgissent. Et oui, ce n'est pas si facile, mais ensuite, cela se fait presque automatiquement. On réalise qu'on peut juste dire « je ressens de la colère » et l'autre « moi, de la tristesse ». L'affaire est alors réglée. Il n'y a pas d'autre moyen. Le problème se résout par l'échange et non pas par un changement extérieur. L'esprit ne pourra jamais comprendre cela. Je le répète sans cesse. Ce n'est pas possible. L'esprit n'est pas l'instance qui résout cela, mais il fait partie de ce qui se passe. Maintenant, beaucoup de couples établissent des règles après avoir eu cette honnêteté l'un envers l'autre, ou des contrats pour savoir comment agir à l'avenir dans une telle situation. Dirais-tu que c'est trop de raisons, pas assez de cœur, ou cela pourrait-il au moins être une étape intermédiaire pour que ce soit plus réalisable au quotidien? Tout ça, c'est n'importe quoi. Ça ne mène nulle part. Ce n'est pas possible. Une relation n'a rien à voir avec des contrats, des négociations ou de la pression. Tout ça, c'est le mental qui veut contrôler et qui veut éviter le véritable échange. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi établir des contrats de comportement pour l'avenir? Pour ne pas avoir à exprimer ce que je ressens quand le moment viendra. Parce que comme ça, je peux insister pour que le partenaire se comporte d'une certaine façon et à ce moment-là, je ne suis toujours pas en contact. Tout cela, c'est l'esprit qui essaie de trouver une solution, mais qui ne peut pas en trouver. Il n'y a aucun moyen de résoudre le problème par l'action, des constructions ou des changements extérieurs, parce que cela n'a rien à voir avec un problème réel à l'extérieur, mais seulement avec un problème de communication. Seulement parce que je retiens ce qui se passe en moi et que je ne le dis pas directement. Que recommanderais-tu aux gens dehors? 3 étapes d'action très concrètes pour garder plus de contact avec soi-même dans ce monde très agité, fragmenté et rapide, pour prendre des décisions un peu meilleures et plus claires. Alors, ma recommandation est toujours d'apprendre à communiquer honnêtement. D'abord dans le couple, puis dans la famille, ensuite de rejoindre un groupe local, ou mieux encore d'en créer un soi-même et ainsi de se construire un réseau, avec des personnes qui souhaitent vraiment échanger honnêtement. Et toute personne qui le fait ou la fait verra que tout change. Et nous avons besoin de tout un réseau comme ça. Il ne suffit pas que quelques personnes ou quelques couples le fassent ponctuellement. Nous avons besoin d'un véritable réseau et ce n'est qu'à ce moment-là que tout pourra vraiment basculer. Ça se passe déjà. Bien sûr, j'aimerais que ça aille plus vite, mais il y a tous les égos individuels et collectifs qui s'y opposent. Ça prend un peu de temps, mais tous ceux qui ont essayé verront que ce qui se passe est phénoménal. Certains le font déjà, ils se construisent cela, ils ont tout un réseau d'amis et de connaissances qui savent tous faire le M. Ce serait ma recommandation, que ce soit simple comme ça. La thérapie des traumatismes et le soutien professionnel sont importants, mais la société ne changera pas seulement grâce aux thérapeutes spécialisés qui seront toujours insuffisants. Cela doit venir des gens eux-mêmes. Ils doivent devenir indépendants des spécialistes. Et plus on apprend justement cet échange direct, moins on aura besoin des spécialistes à terme.
jusqu'au moment où les gens eux-mêmes deviendront tous des experts dans ce domaine et où cela sera peut-être déjà enseigné à l'école, comme c'est le cas aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont devenues des spécialistes techniques par rapport aux décennies précédentes. Et il faut que cela se passe de la même manière à ce niveau-là aussi. Voici ce que je peux faire ici grâce à mes connaissances, mon expérience, mes moyens d'aider et mes méthodes. Cela deviendra peut-être la norme un jour, parce que cela s'apprend déjà dès l'enfance et alors tout ce cauchemar n'apparaît plus. Il ne pourra alors même plus se développer et se manifester comme c'est le cas actuellement. S'il y avait une phrase, Gopal, que tu pourrais chuchoter à l'oreille de ta version de 20 ans, laquelle serait-ce? Dans mon cas particulier, dans la vie que j'ai eue, je dirais « Trouve-toi un thérapeute spécialisé dans les traumatismes. C'est ça qui apporte la solution. Tu n'y arriveras pas tout seul. » Tu sais ce qu'a été ma thérapie des traumatismes? En fait, j'ai souvent fait des rêves récurrents. J'en ai rarement parlé ici sur la chaîne. Bien sûr, j'ai aussi consulté énormément de thérapeutes dans ma vie. Mais je n'ai jamais vraiment eu le sentiment d'être vraiment vu et je me suis toujours dit ça. Ce qui vient de la nature ne peut en fait être qu'une bonne intention de Dieu, parce que tout ce qui vient de Dieu a finalement sa raison d'être. Et j'ai fait énormément de voyages psychédéliques. Sous supervision, de façon thérapeutique. Je n'ai pas juste pris quelque chose pour aller à une rave ou quoi que ce soit. Et au final, ça m'a permis de mieux me trouver moi-même et de mieux comprendre quelle est ma mission dans ce monde. Je ne sais pas si tu veux vraiment que je réponde à ça. Peut-être que je ferais mieux de ne pas répondre. Je respecte vraiment si ça t'a apporté une solution. Je pense que c'est mieux. Je ne dis rien à ce sujet. Je peux imaginer que ta réponse serait très radicale. Oui, mon Dieu. Les uns se tournent vers les thérapeutes spécialisés dans les traumatismes. Les autres disent « je me consacre à certaines herbes médicinales là dehors ». Oui, sauf au véritable problème. C'est super la façon dont tu le décris, sauf au véritable problème. À savoir ce qui se passe vraiment entre moi et l'autre et le communiquer, c'est exactement ça. Toute la scène, elle propose toutes sortes de constellations familiales, de yoga, de drogue, tout un énorme marché. Mais la question est uniquement celle-là. Que se passe-t-il entre moi et la personne qui est maintenant devant moi? Est-ce que j'y arrive? Parvenons-nous à nous diversifier? Ce qui se passe en nous concerne-t-il l'autre? Sinon, il nous faut une troisième option. On fait du yoga, on boit du thé, on prend des drogues ensemble, peu importe. Il nous faut une troisième chose, un thérapeute, un gourou ou l'illumination future. Il faut alors toujours un troisième objet pour fuir le contact, mais sans avoir à ressentir le vide et la distance. Ou plutôt, grâce à ce médicament, je me suis tellement retrouvé moi-même que j'ai ensuite été capable de beaucoup mieux communiquer et d'exprimer ce qui se passait exactement en moi à ce moment-là. Parce qu'au fond, nous voulons tous simplement mieux embrasser notre côté sombre afin de mieux nous retrouver nous-mêmes et pouvoir simplement mieux communiquer avec le monde entier dehors, avec nos partenaires dehors, avec nos proches dehors. Je pense qu'il y a de nombreuses possibilités et outils très personnels que chacun devrait utiliser selon ses besoins. La question est, qu'est-ce qui importe alors? J'ai trouvé la conversation très intéressante pour nos spectateurs. Nous mettrons le livre en lien ci-dessous, en tout cas. Je te remercie pour ta clarté. Je te remercie pour ta radicalité. Merci de nous rappeler que la guérison commence par le contact direct, pas dans la tête. Meilleurs vœux à toi et ta famille. Merci.